Bonjour tout le monde, bienvenue dans Manga Saucisse pour ce premier épisode de Hippodyssée. Absolument ravi de vous retrouver pour ce premier épisode et avec mes compatriotes, mes comparses pour un peu plus de 70 émissions, puisque dans ces émissions on fera deux tomes par deux tomes jusqu'à ce que mort s'en suive. On a le plaisir évidemment de retrouver le chef, notre général à tous adoré, le seul et unique Jules. Comment ça va? Alors ça va très bien. Vous ferez moins les marioles quand Il y aura des sanctions qui vont tomber. tantième d'émission, il y en aura un de nous qui sera vraiment mort, tu sais, et puis que du coup... Qui aurait pu prévoir que Michel Blanc, voilà quoi. Non mais je rigole même pas, tu vois. Mais c'est possible. C'est fou. Mais on se le jure solennellement, s'il y en a un de nous qui pète, l'émission continue, d'accord? Oui, je suis tout à fait pour. Après, ce serait bien que ce soit pas toi qui pète, parce que c'est un peu... tout dépend de toi au final. Pourquoi? Tout ce qui est enregistrement, Non, mais diffusion, voilà. Non, mais prise de voilà. rendez-vous, miniature. Non mais je me suis fait avoir, mais j'ai l'impression d'être Bibip de Bibip et Coyote. Et l'autre fomente un plan comme ça depuis le début. Tu vois. C'est horrible, c'est horrible. Mi-Zemmour, mi-Gargamel. Je l'ai traité de Gargamel déjà, c'est un super vilain. Gargamour. C'est incroyable. Et évidemment, le seul unique, notre caution sportive de notre caution box pour cette émission, le seul et unique, le serial blogueur Eddy. Comment ça va? Ben, ça va très très bien. Je suis très content de parler de cette œuvre avec vous deux. Ça fait très plaisir. Je sens qu'on va passer de bons moments. Bah, c'est-à-dire que moi j'aurais pu être de la caution sportive, mais apparemment il n'y a pas de raquette ni de petite balle, donc on va rester sur Eddy en tant que boxeur, quoi. Voilà. Apparemment, tout le monde ne pense pas que le ping-pong est un sport. Très bien. Donc bon, je vous écoute sur la boxe, voilà. Et oui, alors, qu'est-ce que tu connais à la boxe, Jules? Très bonne question pour commencer. Avant d'expliquer un peu ce qu'est Hippo, qu'est-ce que tu connais à la boxe? Bah, pas grand-chose. Rocky, déjà. Bah, tu connais tout. Bah, c'est bon. Il a admis. Mais c'est même pas une vanne, en fait. Parce que ma première relation à la boxe, c'est Rocky quand j'étais gamin à voir les films, quoi, très clairement. Alors après, tu comprends que tout n'est pas la véracité vraie. Hein. Tout n'est pas au taquet. Mais le monde de la boxe, voilà. Et puis effectivement, à travers quelques matchs, quelques célébrités, comme Mohamed Ali ou Tyson, ou voilà. J'ai jamais été et puis tu fais bien de me montrer, parce que les images, je trouve que Mohamed Ali, il y a une paire d'images qui sont restées. Contrairement, par exemple, en tout cas pour moi, à Tyson. Mon père avait un truc de l'équipe anniversaire avec les plus grandes photos de sport. T'as cette photo, tu vois, sur le ring avec Mohamed Ali qui vient d'étendre Foreman, je crois. Après, il y a les deux, mais la plus connue, c'est quand il a battu Sonny Liston au premier round. Ouais. Du coup, ça, tu vois, j'ai l'image. La photo référence de la boxe. Mais ouais, et du coup, c'est vraiment des images qui m'ont marqué. Pour autant, je suis pas du tout un spécialiste, mais c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et c'est vrai que, et du coup là, je vais peut-être sur Interact, t'allais enchaîner, mais Hippo, en fait, on a fait les 4 premiers tomes sur une autre émission qui s'appelait à l'époque Manga Discovery, et j'ai été vraiment happé par ce truc. Alors ça fout le tournis parce que comme tu le disais, il y a 140 tomes, mais quoi? Non, mais à chaque fois qu'on me dit 140 tomes, non, mais ça foutait le tournis, donc évidemment j'y suis pas allé, et j'y serais pas allé tout seul en fait. Et là, le fait d'être à 3, il y a une émulsion qui fait, et tu as envie d'en parler, et voilà quoi. Et je suis très très content d'être là. Et ouais, moi, le rapport que j'ai à la boxe, c'est ça. Je sais que toi, par exemple, parce qu'on en a déjà parlé je sais pas combien de fois, t'étais le genre de gars à te lever, à regarder les matchs dans la nuit avec ton père, machin. Moi, c'est pas du tout un truc qui m'a bercé, quoi. J'en suis pas à ce stade. Et Eddy, ton rapport à la boxe? Moi, je suis concret. Je suis éducateur boxe, instructeur et à la fois coach. C'est-à-dire que
Je prends les. Moi, j'entraîne des boxeurs de 7 vraiment à 77 ans. Donc c'est pour ça que je dis je suis éducateur boxe. Donc j'enseigne la boxe aux tout petits de 7 à 12 ans. Je suis instructeur boxe où j'ai donc des groupes adultes où j'enseigne la boxe de manière un petit peu en loisir, et je suis coach, c'est-à-dire que je prépare des athlètes à faire de la compétition et à faire j'en ai quelques-uns qui vont faire les championnats de France cette année. Donc voilà, j'ai vraiment les trois aspects du coach de boxe. Euh, et donc, je suis un grand passionné. Est-ce qu'on peut dire que je suis passionné? Oui, je suis Oh, passionné. totalement. Je suis totalement passionné. Je suis complètement passionné de boxe. Ouais, une grande partie de ma journée déroule autour de ça. J'entraîne 6 ou 7 fois par jour. Et, ce qui est amusant, c'est que bon, pendant une longue période de ma vie où j'ai plus du tout pratiqué la boxe et tout ça, et je suis pratiquement revenu à la boxe en regardant l'animé Hajime no Ippo. Ah C'est putain, assez incroyable. C'est en 2017. Moi, je fais ça embête si je fais un petit point. On allait te le demander. Revenons dans le passé. Non, en 2017, j'avais pris énormément de poids, et en 2017, j'ai voulu me remettre au sport. Je me suis remis au sport, et puis remise au sport, ça fait remise à la boxe évidemment. Et donc, j'ai commencé à re-regarder quelques combats. Et pas le ping-pong. Mais non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que lui, tu sens que quand il dit sport, ça connote la boxe. C'est-à-dire que ça implique la boxe tout de suite. Oui, bah oui. J'avoue que moi, c'est évidemment pas ce qui est arrivé Non, direct. Quoi. mais surtout, Je le tu dirai sais, après, vas-y. sport et poids, comme la boxe, c'est un sport à catégorie. Tu sais que c'est Oui. un sport qui va demander beaucoup de dépenses énergétiques, et qui va t'emmener justement à à faciliter les pertes de poids. Voilà, parce que T'attaquer les direct. acteurs, d'ailleurs, on va le voir, c'est la question Bien sûr. dans le manga, on va en parler de ça. Mais donc, bêtement, en regardant sur YouTube, tu sais, je regardais des vidéos de boxe, et dans le truc, il y a une chaîne spécialisée boxe qui s'appelle Box Attitude, et donc c'est JC, et lui, il a une chaîne aussi dédiée. Je fais un peu de publicité dédiée au manga Hajime no Ippo, et j'ai découvert ce truc-là, et j'ai dit putain, j'y sais quoi. Et en même temps que je regardais ça, j'ai eu Hajime no Ippo. Il y a une autre chaîne que je suivais également sur YouTube, une chaîne fitness qui s'appelle Manga Workout. Et lui, en fait, il fait des entraînements spécifiques par rapport aux personnages animés. C'est trop bien. Je trouvais l'idée incroyable. Et il y avait un truc, s'entraîner comme Makonushi et s'entraîner comme Mamoru. Et du coup, j'ai découvert, mais j'ai dit, il faut que j'aille là-dessus. Et en fait, j'ai découvert le manga, et je me suis remis à la boxe en même temps. Donc en fait, les trucs, donc pas au format papier, mais au format animé. Et en fait, j'ai bouffé les 3 saisons qu'il y avait en animé je sais pas, j'ai mangé ça en 10-15 jours. J'ai avalé le truc. C'était mortel. Et ce qui m'avait surtout plu à l'époque, c'était quand même le réalisme avec lequel c'est fait, ou plutôt la justesse de truc. C'est pas un truc fantaisiste, tu vois, à la Dragon Ball ou One Punch Man, où ils se mettent KO avec un seul coup de poing, tu sais, où ils font des esquives à la Olivier Tom, où le ring mesure 300 mètres de long. C'était assez réaliste dans sa réalisation. Donc Le terrain. Mais de toute façon, moi, Oui, oui, bah, ouais. c'est un truc qui m'a choqué dans Hippo, parce que dès les 10-15 premières pages, t'entends parler de Tyson, en fait. Et moi, je trouve que ça, justement, ça a ancré le truc dans la réalité tout de suite. Exactement. Alors, ce qu'ils disent sur Tyson, j'ai aucune idée de si c'est vrai ou faux, parce qu'ils parlent d'un truc biographique, tu vois, ils disent, il se faisait maltraiter quand il était gamin, machin. J'ai aucune idée Ouais, de ouais. si c'est vrai ou pas. Mais pour autant, je trouve que ça ancre le truc grave dans la réalité. Et ouais, les personnages que tu vas suivre, en tout cas, connaissent les mêmes personnes que, enfin, les mêmes personnes, les mêmes célébrités que toi, quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Et, Et toi? Et toi, du coup? Comme Jules l'a dit, moi j'ai découvert la boxe via mon père qui adorait
tout ce qui était sport de combat, mais notamment la boxe, parce que j'ai 42 ans, donc à cette époque-là, c'était vraiment les débuts de Canal. Et donc, voilà, on pouvait avoir des soirées boxe absolument fantastiques, avec une petite particularité, c'est que ça se déroulait donc forcément à Vegas, des trucs comme ça, et donc c'était la nuit. Aussi des soirées boxe en France, avec des Jean-Baptiste Mendy, les frères Thiozo, etc., Bénichou, toute une époque absolument dingue. Et donc, moi, je suivais tout ça avec mon père, et ça, je trouvais ça fascinant, parce que je trouve toujours ça fascinant que d'avoir des gens qui peuvent dédier en fait toute leur vie à cet art-là, pour aller se mettre en fait sur un petit carré entouré de cordes et voir en fait qui est le meilleur avec ces 2 points. Et c'est t'as ça, t'as une dimension héroïque, tragique, dramatique. Il y a des champions qui se créent, il y a des champions qui tombent, des gens qui réussissent, des gens qui échouent. Enfin, je trouve que c'est un petit condensé sur quelques rounds, en fait, d'une certaine manière, de ce qu'est la vie, tu vois, des efforts, des grands moments, des moments difficiles. Enfin, c'est absolument incroyable, avec une dimension technique que je prétends pas du tout maîtriser, loin de là, mais que j'apprécie et que j'aime en fait continuer à apprendre au travers des combats, au travers de ce que peut dire Eddie. Donc c'est vraiment un truc qui me plaît. Dans le côté ce que tu disais, Jules, tu vois, avec les véritables références, et le fait que ce soit, comment dire, techniquement en fait basé sur des choses réelles, c'est aussi ça qui me plaît. C'est ça en fait qui je trouve crée une proximité entre celui qui aime bien la boxe, ou même celui qui a simplement envie de découvrir un bon shonen. En fait, on peut complètement en fait entamer ce chemin, et c'est absolument génial. Et je pense que c'est bien en fait aussi qu'on ait cette équipe là, parce que du coup on a vraiment 3 niveaux différents de connaissance de la boxe, de connaissance des mangas, et en fait on va partager le même truc, et ça va être absolument génial. Et je voulais signaler aussi un autre manga qui est absolument merveilleux, qui est peut-être difficile à trouver maintenant, mais que j'avais lu il y a quelques années, c'était Noritaka. Et c'est un peu le même parcours, celui d'un gamin qui est pas bien à l'école, qui est un peu le timoré, le faible et tout, et qui va se lancer en fait dans le Muay Thai, avec tout un tas d'aventures absolument extraordinaires, parce que plus ça avance et plus se retrouve dans des emmerdes toujours plus importants, et de voir se battre contre que des monstres. Et il y a énormément de références en fait aux boxeurs, aux karatékas célèbres, etc., etc. Et c'était un autre truc qui m'avait beaucoup plu. J'ai entendu parler de Hippo, si je vous dis pas de bêtises, notamment grâce à Blacky, merde, j'ai mangé le nom de l'émission, des Grandes Gueules, des GG Comics. GG Comics, ouais. Qui lui est un gros fan aussi de Hippo, qui m'avait donné envie, je crois à l'époque, pendant une rubrique geek ou un truc comme ça, et j'avais dit allez, vas-y, je m'y mets, et j'ai commencé à les acheter, à les lire, et à avancer comme ça. J'ai dû en lire à peu près une quarantaine jusqu'à maintenant. J'ai refait un deuxième tour de ces 40 premiers, parce que je voulais me rafraîchir la mémoire avant d'avancer. Bon, du coup, je repars de nouveau au tome 1. J'arrête de faire des rotations comme ça. Mec, il tourne en rond, il a lu 80 tomes, mais c'est toujours les mêmes. c'est complètement con. Mais du coup, très heureux de repartir avec vous sur cette belle aventure. Et si on regarde juste en quelques chiffres, cette série, elle a commencé donc évidemment dans un Jump, un truc comme ça, enfin au Japon, si je dis pas de bêtises, de manière classique, mais c'est une série qui a commencé en octobre 89. Donc effectivement, ça date pas d'hier. Pour selon les graphismes, moi je les trouve vraiment pas dégueulasses, assez intemporels. Donc je suis complètement d'accord. Ouais, et en plus ça va avancer. Hein. Plus on va avancer dans le temps, et plus ça va s'améliorer, s'affiner. Et à partir des tomes 30-40, vraiment c'est une dinguerie. La série, donc, elle est créée, dessinée, scénarisée par George Morikawa, et la série n'est pas terminée. C'est là le petit... il y a une donnée à savoir, c'est toujours en cours. Et pour l'instant, il y a 141 volumes de parus. Broutille. Voilà. Une belle bibliothèque Ikea. Et donc, on peut retrouver Hippo, la rage de vaincre. C'est en plusieurs saisons.
ils ont décidé de le morceler comme ça en fait aux éditions Kurokawa, et vous pouvez le retrouver normalement dans toutes les librairies, tous les tomes sont disponibles, et je crois que c'est toujours, peut-être que ça a été réédité depuis, mais c'est vraiment pas cher, je crois que c'est 6,60 ou 7 euros le volume, et puis voilà, c'est vraiment un truc très très chouette. Et un autre petit truc à savoir, pour dire aussi l'importance qui est relative par rapport au nombre de tomes qui sont sortis, mais à savoir en fait, pour mesurer un peu le succès malgré tout de cette série, c'est qu'en 2021, on a dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Ce qui fait quand même, évidemment il y a beaucoup de volume, mais ça permet quand même à Hippo de rentrer dans un petit cercle fermé des séries qui ont quand même énormément cartonné. Donc vous partez pas sur quelque chose de nul, c'est une grosse valeur sûre, véritablement. Et puis, je trouve que graphiquement, comme tu le disais, moi j'avais un peu peur de ça, quoi, parce que c'est une série de 89, hein, tu disais. Ouais. Et le fait est qu'il y a plein de trucs que j'ai pu lire ou entamer les premiers tomes, et où vraiment, ouais, c'est daté et j'ai un peu de mal. Là, je trouve que d'une, pas du tout, et il y a un vrai truc de mise en scène, et moderne, j'imagine, pour l'époque, tu vois, qui te montre les coups, qui te montre comment ça va arriver, pourquoi, enfin, il y a un peu un tuto des coups en boxe qui marchent vachement bien. Et puis, et pour le coup, ça, je trouve que c'est, à mon sens, moderne. Alors attention, hein, tout est relatif aussi. J'ai pas non plus lu plein de trucs en manga et en manga de sport et de boxe. Mais c'est vrai que moi, je trouvais ça particulièrement savoureux, quoi. Et si je peux ajouter, et dis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que pour le dernier film Creed, merde, j'ai mangé le nom. De Creed, ouais. C'est complètement. putain, le nom du gars, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, putain, c'est un truc de fou. Michael B. Jordan est très fan de Hippo et s'est inspiré pour sa mise en scène d'Hippo. Complètement. Le premier combat qu'on voit dans Creed 3, où il fait un Ah ouais. espèce de match revanche avec son adversaire du premier, Ouais. qui est Tony Bellew, qui est un ancien vrai champion du monde, qui était champion du monde en lourd léger et champion du monde en lourd. En fait, il y a des scènes au début. Moi, quand j'ai vu au ciné, j'ai tout de suite. Pareil. Je dis ouais, bah tiens, ça c'est complètement. Et après j'ai vu, il avait fait une interview dans, je crois que c'était le vidéo club Combini où il en parle justement. Ouais. C'était Il dit, passionnant. Ça, j'ai pas vu ça. Ça, c'était génial. C'était passionnant. franchement, c'était bien. Tu sens Il que parle, Michael B. il Jordan. parle de manga, ouais. Et il parle pas que de Hippo en plus. Il parle de Dragon Ball, il parle de plusieurs œuvres manga qui l'ont inspiré pour faire ça. Et ça se ressent vraiment. T'as raison, Jules. Et je trouve vraiment que... Alors moi, pour le coup, j'ai vu d'abord le film et ensuite j'ai lu Hippo. Effectivement, mais ça transpire de dingue. Et tu sens d'ailleurs que Michael B. Jordan, dans l'interview de Combini, justement dans le vidéoclub, bah, tu sens qu'il en a sous le pied, qu'il a plein de références, des références modernes, des références anciennes. Et c'est, je pense, un réalisateur qui fera parler sincèrement. Parce qu'il a vraiment des idées arrêtées, tu vois, enfin des trucs qui font partie de lui, quoi. Et il a beaucoup de choses à dire, en fait, au niveau de la mise en scène. Et alors, on peut critiquer Creed 3 si on veut, mais pas moi en tout cas, mais si on veut. Et puis bordel, enfin, c'était un monstre quoi. Et puis l'autre en face, c'était un monstre aussi. Mais c'était ouf. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Oui, alors, en Oui. plus. Ouais. D'ailleurs. Et moi, juste pour dire, il y a un petit point commun entre Morikawa et Michael B. Jordan, c'est que ce sont vraiment deux personnes qui sont fans de boxe. Faut savoir que même Morikawa, lui, il a même monté une salle de boxe au Japon. Alors lui, il n'entraîne pas rien du tout, mais en fait, il a refait la salle là-bas. Je sais plus je sais pas si c'est à Tokyo même ou quoi, mais c'est pareil. J'avais vu une vidéo, un vlog, un mec qui était parti s'entraîner dans la salle là-bas, un Français qui était allé s'entraîner. Et en fait, il a recréé la salle, le club Kamogawa Boxing, avec la statue de Mamoru sur le toit, tout pareil. Alors, en fait, il a refait la salle de boxe, la salle de boxe Hippo au Japon. Donc le gars est pas, voilà, c'est aussi un vrai passionné de boxe. Donc c'est pour ça que toutes les références elles sont justes et puis que le manga est assez proche de la réalité parce que le gars est aussi un fan de boxe. Savoir que la boxe au Japon c'est un des sports les plus populaires. Avec des champions, notamment dernièrement, c'est Inoue, c'est ça?
Inoue, Naoya Inoue, qui boxe aussi avec son petit frère aussi. Enfin, il y en a quelques-uns, mais le plus grand, pour moi, actuellement, c'est le meilleur boxeur, toutes catégories confondues, c'est Naoya Inoue. Voilà. Tu dis avec son frère, on a tous plus ou moins boxé avec nos frères. Hein. À un moment donné, moi, Ouais, c'est moi, vu qu'il avait 50 plus, moi, j'avais 50 plus, donc... Et, bravo. ouais. Non, mais par contre, et ça, vraiment, Hippo, j'aurais adoré le découvrir à cette époque-là, justement avec mon frère. Mon frère, je pense qu'il connaît pas. Il faudra vraiment que je lui en parle. Et évidemment, comme je pense tous les frères, on a fait semblant de se battre. Je parle pas de se battre, mais de faire semblant de se battre, parce qu'on lisait tous, tous les deux Dragon Ball. On voyait à la télé Dragon Ball et on reproduisait des combats, des J'ai pas moments eu la de... notion de semblant, moi, avec mon frère. Non, mais tu sais, des Blanc, moments de « il Ah, est j'en pas- peux plus » et la force renaît, quoi. Et le deuxième souffle, justement. Mais combien de fois j'ai fait ça avec mon frère, en fait. Et Hippo, mais on aurait été dingue. Ouais, moi, j'avais pas Dingue, le second vraiment. souffle. Non, moi, il me... coupait le souffle direct. Pareil, ça. Non, il comprenait pas ça. Non, il Il y a pas de... me défonçait la gueule. Non. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu et puis qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on fasse le pitch en fait de ces deux volumes. On est plutôt dans une zone spoil, on va pas se mentir. Oui, Ça me paraît bien, hein, parce que sinon, de toute façon. De toute façon, pour ça faire va le être un peu ciné, compliqué. ouais, enfin, il n'y a pas grand-chose à spoil pour l'instant. Parce qu'on est vraiment sur une origin story. Donc, Eh ben dis-nous, tiens d'ailleurs, on t'écoute, fais-nous le pitch de ces deux volumes. Alors, bon, ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Tu m'as bien eu. Je m'y attendais pas. Moi je l'avais préparé, hein. Tu veux que je présente, y a pas de problème. Vas-y. Si t'as préparé, vas-y. Non, tu veux que je présente. Donc je présente D'accord. et je distribue. Hop, technique Bilal, Allez, tu vois. Hop, je distribue. Distribue les plats. Sort de plat. Donc, Hajime no Ippo nous raconte l'histoire donc de Ippo Makonoshi, qui est un jeune garçon élevé par sa mère seule, comme souvent dans les mangas, et qui l'aide à travailler dans le magasin d'articles de pêche. Et il est un petit peu, du fait qu'il aide sa mère à travailler, il n'a pas une vie sociale très développée. C'est quelqu'un qui vit un petit peu, enfin, qui est un petit peu introverti déjà de base et qui a pas beaucoup d'amis et tout, et qui se fait aussi un petit peu maltraité par les brutes de l'école. Et un soir en rentrant, il se fait une fois de plus, comme on comprend, comme un petit peu comme d'habitude, il se fait un petit peu maltraiter par une bande, et il y a quelqu'un qui vient pour un petit peu pour le sauver des griffes des méchants bards. Et il se trouve que c'est un boxeur. Et dans l'altercation, notre petit Hippo Makonoshi là, il va tomber dans les vapes. Donc le boxeur qu'on connaît pas, il va le conduire dans son club de boxe le temps qu'il se réveille. Et quand il se réveille, il se demande un petit peu où il est, et il est tout de suite impressionné par l'ambiance qu'il y a, un petit peu les gens qui sont autour d'eux, et un petit peu pour évacuer la frustration qu'il vient de vivre, le boxeur en question, qui s'appelle Mamoru, Takamura-san. Et donc il va dessiner une espèce de portrait, il va le mettre sur un sac, et puis il va dire à notre petit Hippo, vas-y, frappe le sac, et puis comme ça va te défouler, et puis après, casse-toi, rentre chez toi. Et au moment où il frappe le sac, il va se passer quelque chose en lui qu'il n'a pas encore tout à fait compris, et il va commencer à avoir une espèce d'attirance qui sait pas encore comment expliquer pour la boxe. Pas seulement pour se défendre, pas pour casser la gueule des gens. La révélation, elle va être dans ce que tu disais tout à l'heure, quand il va lui passer une cassette vidéo de Mike Tyson, et en fait, lui, il veut savoir, en fait, il va commencer la boxe avec cette question: qu'est-ce que ça fait de se sentir fort?
C'est quelqu'un qui n'a pas l'impression d'être fort et il voudrait avoir cette sensation, connaître cette sensation. Qu'est-ce que c'est que ça fait comment on se sent quand on se sent fort. Et il va vouloir donc commencer la boxe avec ça. Et je termine, voilà, pour le petit. Moi, c'est comme ça, j'adore cette partie-là. Il va retourner voir donc Takamura et il va lui dire voilà, je veux commencer la boxe. Et l'autre, il va lui lancer un défi. Il va lui dire voilà, il met un coup de pied dans un arbre, il y a des feuilles qui tombent. Il va dire si tu arrives à rattraper 10 feuilles avec ton jab, je t'enseignerai la boxe. Et là, Hippo, il va commencer, il va s'entraîner, et puis c'est vachement bien fait dans le manga, comment il comprend, il analyse, il observe, il réfléchit et il comprend comment il faut faire pour donner un jab. Il le comprend tout seul sans que personne lui explique. Pour avoir presque la main ouverte, pas y aller avec la main fermée, pas y aller en force, mais y aller en rapidité. Et donc, il va réussir à ramasser les 10 feuilles. Et donc, Takamura va le conduire dans le club de boxe où il va le présenter au club et il va commencer son entraînement. Et je m'arrêterai là pour le moment. J'espère que j'ai pas été trop long. Impeccable. Si je peux me permettre d'ajouter que très beau synopsis, mais en fait on se rend compte aussi que les autres se rendent compte de ses capacités en fait. C'est-à-dire que quand il frappe dans le sac, tout le monde hallucine de la force qu'il peut mettre dans une frappe alors qu'il n'est pas boxeur. Et donc il y a ça. Ensuite, par rapport aux vidéos de Mike Tyson, ce qui se débloque aussi, c'est du fait, et c'est ce que je crois on disait en off tout à l'heure, ou je sais plus, mais en tout cas je vous disais que je savais pas si c'était vrai ou pas, mais Mike Tyson en fait se faisait brutaliser par des petites frappes quand il était gamin, et le fait que ça arrive à une célébrité, à quelqu'un qu'il connaît, bah forcément il s'identifie aussi à ça, et il se dit que c'est possible d'atteindre le même degré de boxitude, j'ai envie de dire, que Mike Tyson, et sans en avoir la prétention, mais en tout cas de voir qu'il y a quelqu'un qui a été dans la même situation que lui donne confiance pour s'inscrire, en tout cas pour aller voir ce que c'est la boxe. Et j'avais trouvé ça, comme quoi on a aussi besoin de figures en fait emblématiques pour se rendre compte que c'est possible, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà. Mais... Une forme d'identification, quoi. Enfin, ouais, complètement. De but à atteindre. Et c'est un truc que tu retrouves, en fait, aussi chez beaucoup de champions. C'est ça. J'imagine. Mike Tyson, pour parler de lui, son modèle, c'était Mohamed Ali, par exemple. J'aurais dit Conan le Barbare, moi, tu vois. Non, mais pour dire, il était totalement fan de Mohamed Ali. Il y a des interviews où il y a des fois, tu le vois, le mec a 58 ans. Hein. Il parle de Mohamed Ali, encore à l'heure actuelle, il se met à pleurer. Parce que c'est tellement ça représente des choses énormes. Et même, je vais m'aller plus loin, le dernier adversaire de Mohamed Ali, ça a été Trevor Berbick. Trevor Berbick, ça a été donc le dernier à avoir combattu Mike Tyson. Il y en a eu deux, en fait. Il a battu Mohamed Ali, pardon. Ça a été le dernier à avoir combattu Mohamed Ali. Et il y a eu Larry Holmes. Donc Mohamed Ali, dans toute sa carrière, a connu 5 défaites, dont donc Trevor Berbick et Larry Holmes. Et Trevor Berbick, ça a été le premier adversaire de Mike Tyson pour un titre de champion du monde. Il a explosé au deuxième round, mais il a fini de le désintégrer, mais le travail avait commencé au premier round. Et quand il parle, en fait, il gardait toujours, lui, l'image de Trevor Berbick qui avait esquinté son héros. Et en fait, il voulait sa mort, tout simplement. Faire mal. Il voulait l'enculer. Ah ouais, mais de toute façon, le combat, il est sur YouTube. Non, mais ça fait mal. Et Larry Holmes, ça a été même encore plus loin. C'est-à-dire que Larry Holmes avait 22 ans, il faisait sparring partner pour Mohamed Ali. C'est un peu Mohamed Ali qui l'a drivé, qui l'a conseillé, il l'a présenté à plein de gens. Larry Holmes s'est monté, puis après, Mohamed Ali avait déjà la maladie de Parkinson, sauf qu'il le cachait, il avait besoin d'argent parce que c'était une autre époque. Et l'autre, il l'avait tabassé en sachant qu'il était dans un état de forme, et puis c'était un peu salement, un peu mal fait. Le jour où Mike Tyson, quelques années plus tard, a rencontré Larry Holmes, il y a Mohamed Ali qui était sur le ring, il est monté, il lui a glissé à l'oreille un petit « botte-lui le cul pour moi ».
Je vous laisse imaginer le résultat. Et il avait rencontré aussi le fils de Joe Frazier. Ah oh. Marvis Frazier. Ouais. Avait... Et alors, il l'a pulvérisé, quoi. Et le fils de Léon Spinks, qui a été un autre, qui avait battu Mohamed Ali aussi, qui l'avait envoyé. Bah, actuellement, mais il a défoncé Lon Spinks, hein, d'ailleurs. Ouais, mais c'est le fils, hein. C'est le fils. C'était pas le Léon Spinks C'est pas le même. père. Non, Ouais c'est pas le même. Non, c'est pas le même. En fait, il a défoncé le fils Spinks et le fils Frazier, et il a défoncé Larry Holmes et Trevor Berbick. Pratiquement, il a vengé pratiquement toutes les défaites de Mohamed Ali. Ouais. Et j'avais adoré le combat de Berbick, que j'ai vu plus tard. Hein. Je l'avais pas vu en direct, ça. Mais j'aimais bien aussi, en fait, le truc qu'il y avait eu avant. Donc, Mike Tyson, short noir, chaussures noires, sans chaussettes. Et Berbick, je sais pas, il y avait un truc autour du short noir. Et il avait dit, mais c'est pas ces couleurs. Moi aussi, je vais venir avec un short noir. Et lui, il était venu avec un short noir, chaussures noires, mais des grandes chaussettes noires, comme ça se faisait à l'époque aussi pour les boxeurs. Il y a un des deux shorts qui a volé. Hein. Je vous le dis, il a pété, mais wow, c'était les chaussettes sont toujours sur le ring, mais le bonhomme est sorti. Ah ouais. Comme dans Astérix et Obélix. T'avais les sandales d'un côté et le bonhomme de l'autre, quoi. Ouais, c'était magnifique. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur la suite, les premiers tomes? Jules, t'as l'air de vouloir dire quelque chose. Non, mais je voulais juste dire que moi j'avais beaucoup apprécié le fait que... Alors, comment dire, en fait, on passe pas 2 ans sur le fait qu'il se fasse martyriser. Je suis pas en train de minimiser évidemment ce qui peut se passer encore aujourd'hui à l'école, ou tu vois. Et je suis prof et du coup je vois ce qui peut se passer encore aujourd'hui. J'ai été élève aussi, enfin comme vous savez que ça peut évidemment arriver. Donc, je veux pas minimiser ça, mais je suis content aussi qu'on n'y passe pas 2 ans. Et qu'on passe tout de suite en fait à la boxe. Ça va très très vite, je trouve. C'est l'élément déclencheur, mais c'est pas on va pas en faire état plus que ça, quoi. Ça peut être le fil rouge. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé en fait qu'on passe à la salle de boxe très très vite, et que effectivement le gars ait des aptitudes au départ, mais tu sens que c'est un diamant brut qu'il faut façonner en fait, et que tout le monde le comprend très vite. Presque pas lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pas presque, lui, il le comprend pas du tout. Et ça, c'est super cool, parce que je pense aussi que c'est ce qui peut arriver et tu me contrediras peut-être, mais ce qui peut arriver dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'un gamin qui déboule, qui a des aptitudes, mais qui n'a pas du tout conscience du truc, et toi, tu entrevois déjà ce que tu pourras faire avec ce gars-là, quoi. Et je trouve ça très, très chouette. Okay. Le fait est aussi que Takamura, qui est quand même le personnage truculent du truc, quoi. Parce que, on va le voir après, mais il a un côté beauf, il a un côté marrant, faire des vannes, se foutre de la gueule du vieux qui l'entraîne. Enfin, moi, le moment où il le retrouve à poil dans les douches, tu te dis, waouh, le gars est flex pour le coup, tu vois. Et pareil, moi, j'avais très peur, en fait, qu'il le prenne trop sous son aile. Et tu sens que c'est aussi rendre service au gars qu'il vient de rencontrer que de le mettre dans les pattes de l'entraîneur. Et je sais plus, mais plusieurs fois il dit en gros, il n'y a pas mieux que le vieux, je sais plus comment il l'appelle, mais pour lui montrer. Il parle à un moment donné de. Je suis désolé, hein, j'ai pas forcément les termes techniques, tout ça. Mais tu sais, il explique en fait que il lui fait sauter les bases de la boxe pour l'entraîner tout de suite avec les mitaines. Et en fait, il lui dit qu'il met volontairement les mitaines au bon endroit, au point stratégique, au point vitaux, quoi, pour que le boxeur enregistre sans le vouloir les endroits où il doit taper, en fait. Et ça, c'est pareil, tu vois, ça te le passe crème, c'est tout con, mais c'est genre une technique, quoi, tu vois, et ça te le passe crème en tant que néophyte, quoi. C'est clair, et il y a un truc, moi, que j'ai beaucoup aimé, tu vois, l'épisode des mitaines, c'est quand il dit, ouais, il a fait exprès de prendre ces mitaines-là. Ah oui, en coton. Ouais. Pour que ça fasse ce son-là. Ouais. Ouais, en fait, ça fait plus de bruit, et ça met le boxeur en confiance. Et c'est des trucs qui sont... mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est vrai. Moi, je les ai pas avec moi, là, elles sont à la salle, mais peut-être pour un prochain numéro, je les prendrai. J'ai des raquettes. En fait, c'est des mitaines, mais à raquette. On dirait une raquette de ping-pong, mais
Mais pour le coup, ouais. Donc, et en fait, c'est rembourré. Et quand le boxeur frappe, le boxeur n'a pas besoin de frapper fort. Il a besoin juste de frapper vite. Et en fait, quand on sait un petit peu s'en servir, ça fait un bruit phénoménal. Et moi, j'ai les boxeurs, des petits, surtout chez les jeunes, tu sais, qui ils n'ont pas confiance en eux, ils savent pas trop. Et Ouais, en fait, bah ouais. tu leur fais mettre un truc. Et en fait, c'est moi qui vais vite et qui vient taper. Lui, simplement en mettant son poing en opposition, ça fait un bruit énorme. Et eux, ça les met en confiance. Tu sais, ils sont beaucoup plus relâchés, beaucoup plus détendus quand ils vont faire leur mouvement. Et c'est un truc qui est, c'est un truc qui est vrai, en fait. Le fait de, tu sais, sentir, oui, je le sens là, il se passe Ouais, de quelque chose. mettre- Que, bon, je le dis, j'espère qu'ils regarderont pas le. J'espère qu'ils regarderont pas le. Non, attends. T'espères qu'ils regarderont pas l'émission sur la boxe que tu fais en tant que coach avec deux Ouais. connards qui n'y connaissent rien. Non, mais Non, bravo. non, ah non, dans le sens, c'est qu'il y a des fois, je leur fais, j'ai fait le mouvement, en fait, ils le font bien, mais il manque un petit quelque chose. Et au Ouais, moment ouais. où l'exécution, elle est bien, toi, moi, j'appuie un petit peu plus pour que ça fasse plus de bruit et pour lui dire, tu sens la différence? Et elle dit, bah oui, on le sent tout de suite au bruit. Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Et je vous jure que c'est vrai. Et psychologiquement, pour eux, c'est Bah vraiment un ouais, plus. j'imagine. Et ouais, c'est incroyable que sur un petit détail comme ça, il est pensé à l'inclure dans le manga, tu vois, c'est vraiment bien foutu. Ouais, c'est chouette. Moi, ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est le côté où donc t'as Takamura qui le ramène à la salle. Ok, c'est bon, t'as passé l'épreuve des 10 feuilles, bah, tu vas pouvoir t'entraîner avec nous, mais il y a quand même l'épreuve du vieux à un moment donné. Le Ouais. vieux, c'est le président du club qui est le coach officiel de ce club, celui qui prépare Takamura, celui qui prépare les boxeurs en fait. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit aussi, et je sais plus quel boxeur en fait avait dit ça, où la boxe c'est un sport individuel, ou le MMA ou un truc comme ça, mais qui se pratique aussi en fait en équipe. T'as besoin des autres pour évoluer, Mm. pour pouvoir t'améliorer et tout. Et il y a aussi cette relation qui va s'installer en fait au petit à petit entre les membres du club, où tu vas vraiment sentir cet effet Ouais. de club de boxe, de frères d'armes en fait qui vont se tirer ensemble vers le haut et se pousser les uns les autres à se dépasser. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le président en fait qui va tout de suite, on va pas commencer par une leçon, enfile des gants, viens, on va voir un sparring, parce qu'il y a un moment donné où ils sont dans un club de boxe avec des pros et tout ça, il y a une Ouais. espèce de vérité, c'est est-ce que tu as ça en toi pour être un boxeur ou est-ce que tu ne l'as pas? Est-ce que, enfin, c'est quand même très particulier de monter entre des cordes pour aller se tirer des nions, et il le fait monter contre Miyata, qui est un jeune prodige de la salle de boxe, et pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as dès en fait ce premier sparring, donc cette volonté là en fait de montrer que c'est quand même particulier de Ouais. monter sur un ring de boxe, c'est pas anodin et tout le monde peut pas le faire. Voilà, on peut tous s'entraîner, faire des entraînements, ce genre de trucs, monter sur un ring, aller faire un combat, il y a un truc. Il y a un truc très particulier et ça tu peux pas lutter contre. Donc j'aime bien en fait cette idée là. Et ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que dans ce premier sparring, il va se servir de ça en fait pour faire monter une rivalité avec un jeune prodige, si tu veux, donc tu as besoin aussi de cette rivalité interne pour pouvoir commencer à faire un peu ton émulsion autour de ces personnages, et en même temps avec deux styles dont on devine immédiatement en fait qu'ils vont être totalement opposés. Et donc tu vas comprendre, pour ceux qui connaissent pas bien la boxe, que il y a plusieurs manières en fait de pratiquer la boxe. Tout le monde ils ont pas tous les mêmes qualités, les mêmes trucs, la même manière en fait de faire. Et d'entrée de jeu, gentiment, ça va accompagner le lecteur en fait dans ses premiers apprentissages pour t'expliquer en fait les différences qu'il peut y avoir entre les boxeurs. Pour la faire courte, tu m'arrêtes si je me trompais dit, mais tu vas voir un hippo qui va être beaucoup plus ramassé, bien dans sa garde et tout, et qui va taper fort, quoi, tu vois, qui va Ouais, essayer vraiment vraiment fort. de détruire. Et en face, tu as un Miyata qui va être beaucoup plus dansant, un peu plus fuyant sur la pointe des pieds, et qui va essayer de mettre des jabs, de coller des points, enfin voilà. Être On plus est vraiment dans, technique. ouais, tout à fait. Ouais, ça, bah, en fait, dans la définition, on a un technicien et un puncher. Voilà. Ouais, c'est ça, carrément. Et moi, j'aimais beaucoup aussi parce que il montre aussi les aspects que moi je connaissais pas du tout, parce qu'encore une fois, j'ai vu, je vous disais, Rocky, enfin voilà. Et puis je connaissais que
ce qu'on voyait de la boxe, c'est-à-dire les matchs, les grands matchs, et puis les quelques images que je pouvais glaner ici et là, mais je voyais toujours le bon côté du truc. Je veux dire, moi, la première fois que j'ai lu Hippo, je me suis vraiment rendu compte que, bah ouais, en fait, on vomissait régulièrement. Ah bon, on se faisait mal, littéralement, on se faisait mal à l'entraînement, et ça pouvait aller jusqu'au vomissement ou quoi. Et puis, de la même manière que, alors, c'est ça pour reprendre un sage de la boxe, il suffit pas d'en mettre, il faut aussi en ramasser et savoir les encaisser. Et puis te relever, et puis y retourner, quoi. Et là, on est typiquement dans ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et là j'avance dans ce qui va se passer, pour aussi gagner du temps, mais Miyata, en fait, Hippo va rivaliser avec Miyata, il va tenir le coup contre toute attente, quoi. Alors il va pas gagner le truc, il se prend un contre, et finalement... Il va tenir beaucoup plus longtemps que ce qui est, Mais- est normalement la logique face à un débutant qui a jamais mis les temps. Et d'ailleurs, tout le monde hallucine, et ce côté frère d'armes va naître aussi de ça, parce que on va se rendre compte que ce gars-là, qui sort de nulle part, qui n'a jamais rien touché de quoi que ce soit, il rivalise avec Miyata, quoi. C'est quand même un truc de fou. Il a des vraies qualités. Ouais. Mais complètement. Et en fait, ils vont mettre ensuite en place un entraînement avec son coach. Et le coach, à un moment donné, ça m'a fait rire parce qu'il dit, mais moi, en fait, je me suis bien rendu compte que je me suis pris un contre dans ma gueule, et que j'ai beau m'entraîner au shadowing, et ça, il faudra que vous en reparliez parce que je trouve ça fou. Et du coup, on a beau s'entraîner au shadowing, le contre, je vais me le reprendre dans ma gueule, comment je peux l'éviter? Et l'autre, il lui répond, tu ne peux pas. Ah bon, d'accord. Et donc, il y a aussi un côté du sacrifice, le coup, je vais devoir le prendre, en fait. C'est sûr. Alors, il faut que je le prenne du mieux possible. Et alors là, je vous laisserai l'expliquer mieux que moi, d'ailleurs, mais en gros, du coup, il va anticiper l'allonge qu'il pourra avoir et de casser la force de l'adversaire en se mettant en avant et en allant volontairement contre le coup. Et il joue sur la distance, en fait. Eh ouais. Enfin, Eddie, vas-y. Oui, et je trouve ça fou, quoi, donc allez-y. Non, vas-y. Vas-y, mais non, je t'en prie. Allons. Ah, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais en fait, il joue sur la distance. Pas du tout. Et c'est ça, en fait. T'as dit quoi? C'est pas ça. Rigoler. Pas du tout. C'est de la merde. Et le fait, en fait, si tu veux, d'anticiper le coup et d'avancer, l'autre, il n'a pas le temps de déployer la force. Donc oui, il va manger le coup, mais avec une puissance qui est nettement moindre. Donc du coup, en fait, ça va rien lui faire. Et le contraire, c'est que lui, ça va le placer en plus à la bonne distance pour mettre son coup à lui. Et ça, et la notion de distance, ça aussi, en boxe, c'est le truc essentiel, quoi. J'imagine quand on. Moi, j'ai compris très tôt que dans les vestiaires, tu risques rien. Sur ton canapé, encore moins. Donc, moi, j'ai trouvé ma distance, si tu veux. Non, mais je trouve fou, en fait, parce que, comme tu disais, il y a un aspect réaliste, et j'imagine, parce que là, on est dans un manga, machin, mais j'imagine vraiment que ça peut s'appliquer au côté coach et à la vraie vie, tu vois, et dire au mec, ah non, mais en fait, il n'y a pas d'évitement. Tu vas te le prendre, tu vois. Mais par contre, il faut que tu te le prennes vraiment le mieux possible. Voilà, pour l'encaisser le mieux possible. Là où c'est un petit peu... Alors, là, pour le coup, c'est pour mettre un petit peu un côté spectaculaire. Mais c'est un petit peu... je sais pas comment je pourrais dire. Ouais, pas fantasmé, mais tu vois, il y a le côté... bon, il faut que tu y ailles, il faut que tu prennes des coups dans la gueule. Oui. Et jamais un coach, dans la vraie vie, ne dira ça. Ok. Sinon, il faut casser la distance. Bah non, bah oui. S'il te dit ça, il y a un problème. Bah oui, mais... Non, mais là, il dit tu peux pas, il faut que tu le prennes dans la gueule. Donc ça, c'est... Non. Nous, justement, en fait, la logique interne de la boxe, c'est toucher sans être touché. D'accord. Donc en fait, comme les pédophiles. Le but, c'est quand même de réussir à toucher. De quoi? J'ai pas entendu. Il pourra pas la refaire. Là. Tu comprends ce moment très gênant. J'ai dit comme les pédophiles. Toucher sans être touché, d'accord, ok. Pardon. Donc, elle est ignoble. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas réalistes dans le manga. 2-3 trucs, notamment ça. Déjà, le fait de mettre un débutant qui a 0 combat face à un boxeur expérimenté.
Déjà, ça, C'est une mise à mort. ouais, on appelle ça une mise à mort. Avant, on lui fait prendre des entraînements. Non, mais c'est clair. Mais Officiellement, avant, on je lui veux fait dire. faire C'est officiel, on appelle ça comme ça. quelques entraînements. On apprend quand même les rudiments. Parce que là, il lui enseigne pas la garde. Il y a pas ni parer un coup, bloquer, chasser, le déplacement, la notion de distance, comment on bouge. Donc ça, il lui enseigne pas. Ouais. Il lui enseigne après. Donc il y a un côté, voilà, c'est pour romancer un peu le truc et pour donner un côté spectaculaire. Ouais, il le prend. Genre, certes, il a des aptitudes. Moi, j'ai des boxeurs qui ont des aptitudes. J'en ai un actuellement. J'en ai déjà parlé à G. Il fait 1,93, 105 kilos et il frappe comme une mule. Seulement, son premier sparring, il n'est pas prévu avant 3 mois. Parce que je veux qu'il soit dans les meilleures conditions, tu vois, pour y aller. Je ne vais pas l'envoyer au casse-pipe tout de suite. Donc, voilà, la première des choses, voilà, ça c'est un petit peu romancé. Et la notion de casser la distance, oui, elle y est. Oui, tu vas devoir prendre des coups, mais toujours avec la garde levée. Tu peux pas rentrer et casser la distance comme ça et bloquer avec le front. Parce qu'à un moment, il y a des dessins où ils te le montrent. Ouais, il faut que tu y ailles avec le front, tu bloques le coup. Tu bloques le coup. Bah non, parce qu'il suffit que au niveau du timing, tu sois pas bon, tu repars avec le nez qui te touche la joue. Et ça, je l'ai vu plein de fois. Le contre, c'est fatal. Le contre, c'est ça en fait. Un contre, c'est tu mets un coup et le boxeur, en fait, il avance au mauvais moment. Et il avance au mauvais moment. Et c'est le boxeur qui vient s'empaler sur le point. Ouais. C'est la voiture qui percute un mur. C'est ça. Exactement. Moi, je l'ai vu. J'ai un pote à moi. Il a mis les gants. Et là, je disais, arrête d'avancer comme ça. Arrête d'avancer. Et je vous jure que c'est vrai. Le boxeur en face, il s'est baissé. L'autre, il était plus grand. L'autre, il a mis son direct. Et l'autre, il est rentré comme ça. Avec les deux mains, tu sais, comme s'il voulait bloquer le coup avec le nez. Je vous jure que c'est vrai. Il avait le nez. Il lui touchait ici. Et c'est le coach qui lui a remis le nez en place. Il a perdu 8 litres et demi de sang. On ne l'a plus jamais revu à la salle. Mais ça me fait penser au ninja. Je sais pas, un pote ninja qui a arrêté un coup de pied avec ses couilles. Voilà. C'est le tout genre de et truc. Puis 3 semaines de méditation. Ah oui, tu m'étonnes. C'est une blague. Non, c'est quoi? C'est Bigard, ça? C'est Bigard qui dit ça. Il dit, chez un pote ninja, il a arrêté son coude avec son nez. Putain. Et donc un coup de pied avec ses couilles. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. Mais ouais, non, donc, ça faut pas faire ça. Mais par contre, c'est vrai au niveau de la gestion de la distance, comme il lui enseigne au départ, c'est oui, c'est vrai. Et par contre, c'est cool parce boxeurs qui prennent beaucoup de coups aussi. Oui. Moi, ça m'a fait... Mais pas à ce point-là, et puis pas à ce niveau-là. Mais ça m'a quand même fait beaucoup penser à Maillard Monchipour, que j'adore. J'allais le dire. Hein. Mais Maillard Monchipour, c'était vraiment ça, tu vois. Casser la distance, je sais que je vais en prendre. Mais tout ce que je vais lui mettre, mon ami. Oui, parce que là, c'est vraiment le truc. C'est du coup un boxeur de corps à corps. Et il lui dit qu'il faut justement casser la distance, se rapprocher. Et j'aimais bien aussi le côté un peu Karate Kid. Dans le sens où il y a un moment donné où il lui dit... L'autre, il dit, mais je sais pas boxer. Il dit, ouais, mais tu te souviens quand je t'ai parlé des feuilles ou quand je t'ai dit de mettre un coup, tu as basculé ton bassin, tu as appuyé sur ta jambe. Ben, en fait, tu sais faire un... Et du fait qu'il se resserve d'un truc que tu as déjà vu dans le bouquin, en fait, j'avais trouvé ça hyper intéressant aussi, quoi. Bon, là aussi, hein, au niveau du dessin, ils ont dessiné à l'envers le placement des jambes et des mains. Mais... Ça, c'est des trucs, voilà. Moi, ça, je peux pas le repérer, ça. Alors, moi... Ça... Et ils sont à l'envers à chaque fois. Tous les dessins sur les gros coups bras arrière, ils sont à l'envers. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est de gauche à droite? Non, mais gauche à droite, de toute façon, tu sais, en fait, tu dois avoir... Les droitiers, ils ont tu sais, on est un peu de 3/4 profil. T'as ta jambe gauche devant et ton bras gauche devant. Pour ça, on appelle bras avant, bras arrière. Il n'y a pas de bras droit, bras gauche. Je parlais de lire de gauche à droite à la sauce manga, tu vois. Ouais, mais sauf que si t'es droitier, donc t'as ton bras gauche devant et ta jambe gauche devant. Ouais. Et lui, il y a des fois, il met des coups, il a la jambe le bras gauche devant et la jambe droite devant. En fait, le bas et le haut, ils sont à l'envers. C'est tout. Comme une sorte de coup à une tire-bouchon. et donc, tout va s'axer sur la préparation de Hippo à réaffronter Miyata plus tard, puisque l'un comme l'autre, et c'est ça aussi qui est chouette,
moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que avant, tu vois des gens qui, alors aussi pour le show, qui au moment de la pesée, là je parle dans la vraie vie, qui se tirent la bourre, machin, qui se foutent sur la gueule, ils pourraient se tuer sur le ring. Pour autant, dans la vraie vie, ils se recroisent après, ils se serrent la main, ça va ta femme, comment ça s'est passé, machin. Et là, on est. Dès que le gong a sonné, de toute façon. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, et moi, Ouais, c'est fascinant pour ça dans la vraie vie. Tu vois, par exemple, je me souviens d'avoir vu Ali avec Will Smith, où pareil, il discute avec, dans la bagnole avec des gars qui viennent d'affronter, ou même Foreman, Frazier, enfin, c'est ouf quand même, quoi, de voir ça. Et du coup, là, en fait, tu sens qu'il va y avoir une rivalité évidente avec Miyata, mais qui vont aussi s'aider. Il y a notamment un moment donné où ils se retrouvent dans une boutique de sport, l'autre, il va essayer de l'enfler au niveau des bottines, et en fait, c'est Miyata qui va lui dire non, prends pas ça, prends ça. Et tu sens que c'est pas, enfin, il y a rien derrière, quoi. C'est vraiment pour l'aider. Et je trouvais ça super beau aussi de montrer ça, quoi. La suite après, du coup, il va y avoir la revanche en sparring contre Miyata, avec cette fois-ci un Hippo un petit peu plus préparé. Et voilà. Ah, pardon. Ah bah moi, et j'ai cru qu'en fait le son de Eddie marchait plus, mais en fait il l'avait coupé. Ouais. Autant pour moi. Oui, Ah non, mais là, moi, j'étais vraiment devant un match de boxe, ce passage-là, plus que la première fois, où vraiment, là, quand Hippo fout Miyata à terre, il y a un doute sur le fait que ça ait pu lui toucher le menton ou pas, son uppercut, et que, manifestement, dans la mesure où l'autre, il est cloué au sol, il a beau vouloir se relever en disant « Non, c'est pas terminé, je veux lui foutre sur la gueule », il n'y a pas moyen qu'il se relève, il est cloué au sol, alors qu'il a la pleine conscience, quoi. Ça aussi, moi, je savais pas, tu vois, parce que ça, alors évidemment, à part en voyant à la télé ou quoi, mais à quel point un coup sur le menton peut te casser, quoi, tu vois. Ça peut Eddie. te casser. J'ai reçu une vidéo de Maître G, je sais plus c'est hier ou avant-hier. C'était du MMA, mais le coup reste le même. L'autre, il prend un coup au menton. En fait, il est pas tombé au sol. Hein. Il prend le coup au menton. Le coup est tellement puissant qu'il lève les bras et croit qu'il a gagné. Sérieux? En fait, ça déconnecte le cerveau et qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je sais pas. Il peut se passer des trucs de ouf. Debout, il lève les bras, ouais, j'ai gagné. Et puis l'autre derrière, putain la vache. Mais tu l'avais vu la vidéo du mec, pareil, il en prend une et il croit qu'il a gagné aussi et il sort du ring, il commence à se barrer. À se barrer comme ça, tu vois. Ouais, il vient de prendre une pipe, mais monumentale. C'est très rare. C'est très rare. Oui, mais n'empêche que. Mais ouais, ça. Il y avait un boxeur, un boxeur que je connais un petit peu, qui s'appelle Christopher Robert, qui avait rencontré Mehdi Chanoun, qui a été champion du monde. Ouais. En fait, ils font le combat. Il prend cher. Tu m'avais raconté, putain, ouais. Il prend une rouste. Ouais, il prend très très cher. Il prend, le combat se finit, décision, bon, un vainqueur par KO, deuxième round, l'autre il a ramassé. Il le ramène dans les vestiaires, il prend sa douche, il sort de sa douche, il met son short de boxe, il met ses pompes, il met ses baskets, et l'autre il attend il commence à s'échauffer. L'entraîneur vient, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je fais quoi? Je me prépare. Mais il dit, tu ne peux pas pour faire quoi? Ben, il dit, pour aller boxer. Il est Trou tout noir. Il pensait que le match n'avait pas eu lieu. Ouais. Et ouais, trou noir, il est sorti. En fait, il s'est passé tout, et le mec, il était en pilotage automatique. Il s'est tout passé, sorti de sa douche, il dit, allez hop, on y va, je vais le défoncer. Gros. La confiance revient en plus, tu sais. Non, attends, je crois que t'as pas bien compris. Ouais. Tu t'es fait démonter la gueule. En gros, c'est ça. Mais jamais de la vie. Non, mais c'est... Et en gros, c'est pareil, du coup, il disait, ça aussi c'est vachement bien fait, je trouve, parce que t'as un petit dessin explicatif qui demande pas forcément à être dessiné d'ailleurs, mais pour le coup, ça t'explique bien qu'effectivement, le coup, en fait, fait gigoter littéralement ton cerveau dans la boîte crânienne qui se tape contre les côtés, en fait. Alors, contre la boîte crânienne. Il tape pas contre les côtés. Il y a une secousse, un truc. Ouais, en fait, c'est... nous, on a vu ça en cours, ouais, t'as une onde, comme une espèce de tsunami. Le liquide, en fait, il part de devant
quand tu prends un coup, le liquide il part et ça fait une espèce d'onde de choc, ça vient derrière. En fait, c'est le cervelet derrière qui est, Ouais. qui est alerté et qui coupe l'ordinateur central. Il coupe tout. On arrête plus de son, plus d'image, plus de. En fait, c'est un truc de protection en fait. Le cerveau détecte qu'il y a un danger, faut supprimer toutes les fonctions Tout couper, quoi. inutiles. Putain, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, je trouvais ça c'est- cool aussi que Moi, je ça connais pas parle de ça, ça. hein, et je veux pas, mais c'est terrible à voir. C'est terrible à voir. Ah, il y a des trucs Contrairement au qui sont très très moches. contrairement au chaos au foie, qui lui est terrible pour la conscience. Et là, on a quelqu'un qui apprécie tout particulièrement les KO au foie. Il adore ça. Je- Ah non, parce J'essaye que de le lui en chaos, envoyer quand j'en trouve des beaux sur Instagram. la différence avec avec le crochet au foie, c'est-à-dire que c'est la même chose que pour le cerveau. C'est comme le foie, c'est un filtre. En fait, on a toutes les impuretés. Quand tu prends un gros coup là, c'est pareil. En fait, le système nerveux détecte qu'il y a beaucoup d'impuretés qui risquent de se diffuser dans le corps. Donc le corps s'éteint, sauf le cerveau. Donc en fait, t'as Ouais. tout qui tombe. T'as plus de bras, plus de jambes, plus de rien, plus de force, mais t'as toute ta tête. Alors là, c'est terrible. Parce que tu sais que tu peux plus rien faire, mais t'as toute ta tête et tu dis, Non, mais mais c'est non, ça. mais je veux. Ah ouais, non, Ça, et là, c'est fou, c'est ça. ça, c'est effroyable. Et Ça, par puis, contre. le KO au foie de La Hoya contre Bernard Hopkins. Oh, immonde. Immonde. Parce qu'en plus, il peut pas se relever, quoi. Il voudrait, mais il peut pas. Enfin, c'est Mais super Tu peux compliqué, faire ce que quoi. tu veux, tu peux pas. Tu peux pas. Donc Hippo il gagne, hein, oui, donc du coup il Oui, gagne oui, oui. ce truc-là, ce petit sparring. Miyata va prendre la décision avec beaucoup de noblesse et puis aussi d'une certaine manière pour entériner en fait cette rivalité de je peux pas rester dans le même club que toi, je vais partir m'entraîner de mon côté et on finira bien par se retrouver. Et Ah bah, Ouais, ça, c'est c'est même pareil. la promesse qu'ils se font. oui, tout à fait. Tout Ça, à fait. c'est excellent. Non, mais scénaristiquement, c'est excellent. Et on Parce est qu'on toujours va dans le mettre, tome 1. on va mettre ça de côté. Non, 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 tome 2, tome 2. J'imagine qu'à un moment donné, effectivement, on le reverra. Et du coup, c'est vraiment une préparation paiement extraordinaire. Bah, c'est Toi, on même va deux te mettre parcours qu'on va suivre en parallèle. Ah, c'est génial. Donc génial. ça c'est très très cool. Et ensuite, eh ben il y a pas que l'histoire de Hippo parce évidemment Hippo est le héros de cette histoire, mais Mhm. c'est véritablement tout un club. On a rencontré donc du coup Takamura, qui est vraiment le meilleur boxeur en fait de ce club-là. C'est à ce moment-là le plus grand espoir, qui va entamer une préparation pour un combat. Et donc là, on entre aussi dans un truc tout à fait spécifique. Et je crois que tu voulais en dire un petit mot, Eddy. Ouais, par rapport à la gestion du poids, pour rester dans sa catégorie, Ouais. il est obligé de faire attention à son alimentation, ce qui est un vrai problème chez les boxeurs, du coup. Pas que C'est que chez les boxeurs. Même Ouais, chez sur les pongistes. tous les sports à catégorie comme ça, où bah, tu dois faire attention à ton poids. Où moi j'aime beaucoup ce passage où, du coup, pour redonner de la motivation après le combat contre Miyata, le vieux il l'envoie pendant une semaine avec Takamura pour qu'il se rende compte Ouais. la difficulté, voilà, d'être boxeur pro, que c'est pas juste tu t'entraînes, tu fais un combat et puis t'es content. Il y a beaucoup de travail derrière, que ça demande beaucoup de sacrifices, que ça demande beaucoup de. Et donc en fait il l'envoie avec Takamura. Et le soir où il mange, il se prépare un beau bol de ramen et lui dit ah vas-y c'est bon, moi j'ai mon repas qui est prêt, et il mange une tomate. Et sur le coup t'as Hippo qui dit ouais, il est fort et tout, il mange une tomate, ça lui fait rien. Puis dans la nuit il le voit que l'autre il se tord de douleur toute la nuit parce qu'en fait il crève de faim, il s'accroche même un oreiller autour du ventre pour que ça fasse pour que ça atténue le bruit et tout, et en fait là Hippo il a une espèce de prise de conscience de la difficulté de la boxe, qui est à la salle d'entraînement pendant qu'on s'entraîne, c'est difficile. Sur le ring pendant combat, c'est difficile. Mais aussi en dehors de tout ça, en dehors de tout, c'est-à-dire que quand tu es boxeur, bah, il comprend que c'est H24. C'est des efforts tous les jours. Il faut que tu fasses attention à tout ce que tu fais, à tout ce que tu manges, à tout ce que même tout ce que tu bois. Faut faire gaffe, attention. C'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie au total. Et c'est hyper intéressant en fait que
qu'on ait ça dans le comics et que ce soit pas sur le personnage de Hippo qui lui a pas forcément de problème de poids. En fait, ça permet, comme disait G, de suivre un petit peu plusieurs personnages et au travers de ces plusieurs personnages de voir tous les aspects de ce sport. C'est vachement bien pour ça. Mais en plus, je trouve qu'il le fait de manière hyper pédagogique, quoi. Tu vois, quand il explique, par exemple, le coup de l'eau, que effectivement, je sais plus comment il l'explique, mais que sur les aliments que tu as, notamment les fruits, les légumes, tout ça, il y a beaucoup d'eau dedans et du coup, ça te fait prendre plus de poids. Alors, je oui, sais donc, plus comment il l'explique. oui, non, mais c'est ça. Sauf que depuis, on a compris que en fait, Oui, si tu voulais après. perdre du poids, il faut boire de l'eau. Ouais. On n'est plus comme à l'époque dans les années 80. On pensait justement qu'il fallait se déshydrater. Bien avant la mode du cutting. Aujourd'hui, le cutting, Ah, c'est la une sèche, technique. ça. Alors, le cutting, c'est une technique très particulière où tu te déshydrates, mais véritablement, mais c'est sur une très très courte période. En fait, tu as un protocole à suivre. C'est au début, tu bois plus, puis après, tu bois plein, tu bois plein d'eau, puis d'un seul coup, tu rebois plus, et puis en fait, tu as le corps, il se vide complètement de son eau. Tu fais des Tu fais ta saunas, pesée. Ouais, tu fais, c'est un truc de fou. En plus de ton régime. Hein. Donc le cutting, c'est vraiment sur une très très courte période. Et sur un cutting, tu peux perdre jusqu'à, si je raconte pas de bêtises, jusqu'à 10-15 kilos. Ouais, il y en a qui ont dépassé allègrement les 10 kilos. Et en fait, le but, c'est par exemple, si tu dois combattre à 78 kilos, il faut qu'au moment de la pesée, qui est 24 heures avant le combat, que tu montes sur la balance, t'es à 78 kilos. Mais ton corps, en fait, il a gardé un maximum de masse musculaire, si tu veux, et t'as balancé toute la flotte. Tout. Donc t'arrives, t'es tout sec, t'es limite, tu vois, un peu dans les vapes, c'est des choses qui arrivent, on voit des mecs qui loupent leur cutting, et puis c'est dramatique pour le corps, hein, de faire des trucs comme ça, c'est très mauvais à la santé. Ils font le poids, et tout de suite derrière, ils vont recommencer en fait non seulement évidemment à s'alimenter, à se réhydrater, mais pas comme des sauvages. Vraiment pareil avec une vraie stratégie alimentaire. Il y a un vrai protocole et ils vont en fait regagner énormément de poids. Le truc c'est que ça te permet. Ouais. Le truc, c'est que ça te permet en fait de te battre à une catégorie de poids, sauf que le jour du combat, tu es pesé comme étant officiellement, je vais te dire une connerie, à 78 kilos, sauf que quand tu arrives, tu es à 88-89. Et le poids, il y a une différence en fait dans l'impact des coups qui est énorme, dans la manière aussi de les encaisser, ça change énormément de choses. Et question technique du coup, y a pas, ça arrive pas l'inverse parce que tu dis des fois ils arrivent à la pesée, ils sont pas bien machin. Est-ce que ça arrive où justement ils ont trop repris et limite ils sont vaseux, tu vois, parce qu'ils ont trop rebouffé derrière. Ça arrive aussi. Bien sûr. Bah oui, c'est justement c'est pour ça que des cuttings loupés, t'en as plein. Hein. Ok. T'as le cutting loupé dans le sens où ils loupent et ils sont déshydratés et en fait ils sont trop faibles. Ouais. Et t'as le cutting où le cutting se passe bien, mais la récupération derrière, elle est mal faite. Parce qu'en fait, tu sais, tu dois faire une recharge glucidique, mais tu dois recharger en électrolyse, en tout un tas de trucs. Et en fait, tu dois commencer par boire de l'eau, mais tu dois pas commencer par t'envoyer 1,5 litre d'eau comme ça d'un coup. Il faut que tu y ailles progressivement. D'abord, tu bois un peu d'eau, puis après, tu bois des boissons énergisantes pour recharger en électrolyse, puis après, tu vas recharger un petit peu commencer à prendre des aliments, mais pas des aliments solides. Il faut recharger avec des compotes, ce genre de choses. Puis après, tu vas pas sur la tartiflette direct. Non, si tu vas sur la tartiflette direct, le jour du combat, t'es mort. Ouais, non, mais voilà, moi je te dis, le jour du combat, t'es mort. Parce qu'en fait, l'organisme, tu l'as tellement mis à mal. T'as tellement mis à mal ton organisme pour perdre du poids, pour descendre et pour tout. Au moment où tu vas le recharger, toi, tu le vois pas d'extérieur, mais à l'intérieur, t'as la machine et carbure pour digérer et tout. En fait, ça demande énormément d'énergie de digérer, la digestion de tout ça. Ça demande tellement d'énergie qu'en fait, ça te vide de tes forces. Et le jour du combat, t'es cuit complet. Et c'est comme si, tu vois, tu traverses le désert, tu manges pas pendant quelques jours, ou voilà. Si quand tu récupères un mec comme ça, tu vois, qui a traversé un naufragé, un truc,
Si d'entrée de jeu il se met à bouffer et à boire comme il meurt en fait, ça peut le tuer. Et des fois t'as des cuttings aussi où il faut quand même bien connaître son corps, tout est différent. Suivant les personnes, tu vas avoir des trucs qui vont se ressembler, mais t'as des trucs aussi qui vont être adaptés. Et des fois, t'as des guttings qui se sont loupés parce que t'as trop de poids à perdre en fait le jour J, et tu vas essayer de faire des saunas, des machins, et le corps il va se bloquer quoi. Enfin, tu peux avoir aussi des trucs comme ça où si t'insistes trop, tu risques de mourir. Hein. C'est hyper dangereux comme pratique, vraiment. Voilà. Mais ça reste hyper intéressant, quoi. Même si je peux comprendre, tu vois, parce que j'étais aussi comme ça au début. Moi, quand t'as commencé, c'est avec toi, que j'en ai parlé, et quand tu commençais à me dire ça, je me suis dit, mais les gars sont dingues, quoi. Enfin, je veux dire, là c'est trop, tu vois. Mais c'est vrai que c'est à la fois, ça fout les jetons, je trouve, mais en même temps, c'est passionnant, quoi, parce qu'effectivement, c'est une machine, très clairement, qu'il faut connaître, qu'il faut apprivoiser et qu'il faut amener au meilleur possible, tu vois. Ouais. Et ouais, mais je peux comprendre aussi les gens que ça peut rebuter ou le côté flippant du truc, quoi. Et ça donne aussi une idée, en fait, du niveau, en fait, d'investissement des gens qui veulent devenir non seulement des professionnels, mais qui veulent devenir des champions. Ouais, ça demande une exigence personnelle à tous les niveaux. Je veux pas dire comme aucun sport, évidemment, tu vois, si tu joues la Champions League, ça demande une exigence de malade, mais sincèrement, c'est pire. C'est mais 1000 fois pire. Parce qu'en plus, la finalité du truc, c'est que tu vas te retrouver face à un mec tout aussi compétent que toi, ou mieux, qui veut t'arracher la tête. Alors que moi, je mets juste un peu moins de sauce dans mes pâtes. Voilà. Très clairement. Je veux dire, on n'est pas du tout sur du cutting pour aller faire du ping-pong. Calmons-nous, tu vois. Et ça me va très bien. Là où c'est bien fait aussi, pour revenir au manga, c'est-à-dire que le tout premier coup que Hippo va mettre dans le sac, Takamura va lui expliquer que c'est le transfert du poids et c'est son poids à lui qui va venir taper. C'est pas avec la main. Parce qu'au début, on le voit, il essaye de mettre un coup avec le bras, il se passe rien. Et à partir du moment où c'est qu'il engage son poids, on comprend que c'est le fait de faire la prise de force, prise d'appui, transfert de poids, et c'est ça qui va avoir de l'impact. Et quand tu mets ça en perspective avec le poids que doit faire Takamura le jour de son combat, tu comprends en fait l'importance de faire le bon poids dans des sports comme ça, parce que, comme disait Jules, l'adversaire qui est en face, lui, il s'est préparé pour t'arracher la tête. C'est ça qui est en jeu. C'est pas Dimitri Payet qui a 10 kilos de trop à la reprise de la saison et puis qui va devoir faire un régime pour courir plus vite. Là, il n'y aura pas de remplacement. Il n'y aura pas de... Non, c'est ça. Et nous, c'est ce qu'on dit souvent, quoi. Des fois, il y a des parents qui viennent et disent, bon, alors, c'est quand qu'il boxe mon fils? Là, pas tout de suite, là, parce que là, il est pas prêt, tu vois. Le petit Lokoum, là-bas? Non, on va... Non, mais c'est même pas question de ça, tu vois, c'est vraiment la préhension et enfin, qui sont capables d'exécuter la bonne exécution des bons gestes techniques, tu vois, on joue au rugby, tu joues au ping-pong, tu joues au basket, tu joues au rugby, mais tu joues pas à la boxe. Ouais. Non, mais c'est vrai, ouais. Là, on s'amuse pas, c'est-à-dire que ça peut être dangereux à n'importe quel niveau. L'année dernière, juste pour dire comme ça, un boxeur amateur, donc pas professionnel, boxeur amateur de 15 ans a perdu la vie sur un ring. Ah putain, la vache. Voilà. Okay, non, mais c'est pas anodin. Et malheureux, c'est faux. Enfin, la boxe mal encadrée et mal pratiquée, déjà c'est un sport à percussion. Ouais. C'est déjà un sport qui est dangereux. Et en plus de ça, si c'est mal encadré, c'est pour ça que c'est important quand même de choisir un bon club, un club de boxe. Enfin, on fait avec des vraies valeurs et des vrais pros. Ouais, c'est ça. C'est clair. Parce truc encadré, tu vois, c'est hyper important. Et avec des vraies valeurs. Alors, j'insiste aussi beaucoup sur ça parce que il y a une, enfin, on appelle ça le noblard, bien sûr, mais comme tous les arts martiaux, tout ça, je trouve, c'est aussi le truc que je trouve magnifique, c'est qu'il y a un vrai respect, il y a une véritable humilité, enfin voilà.
Espèce d'un Euh, petit peu de code de l'honneur ou un truc comme ça. ouais, ouais. Que je trouve hyper important et qui permettent en fait de façonner, je trouve, des hommes, des femmes, peu importe, mais avec un cadre que je trouve très bon pour la vie après en général. Mhm. Voilà. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et comment se conclut ce deuxième tome d'Hippo, les enfants? Mais c'est une excellente question. Et il se conclut d'une manière. Alors là, par contre, je sais pas du tout en fait comment ça se passe pour le coup. Où Hippo, il va passer une espèce d'examen en fait pour avoir sa carte pro, pour avoir le droit en fait d'être un boxeur professionnel. Donc il passe son petit examen et tout. Ça se passe plutôt bien. Donc du coup, on sait qu'il devient professionnel et qu'il va pouvoir faire de véritables combats de boxe, donc des petits hein, évidemment au début, mais ça lui permet surtout de rencontrer un autre boxeur de sa catégorie, un autre poids plume, qui a l'air extrêmement vigoureux et pas forcément très sympathique, Mashiba. Et on croit deviner à ce moment-là que ces deux-là vont forcément se rencontrer. Donc on a une nouvelle naissance peut-être d'un adversaire futur pour Hippo à ce moment-là, à la fin du tome 2, si je dis pas de bêtises. Alors justement, j'ai souvenir de ça, mais peut-être je me trompe complètement. Il n'y a pas un truc du style, justement, par rapport au poids. C'est-à-dire que lui, pour l'affronter, il devrait être dans une autre catégorie, mais il veut rester dans cette Non, catégorie par rapport à Miyata, non? il lui dit en fait, ouais voilà c'est ça. C'est en fait il Ça lui dit, t'es un peu light. Il dit en fait tu ferais mieux de changer de catégorie si tu veux pas m'affronter. Ah Et oui, voilà. Hippo dit non mais Dans ce sens. en fait non moi je reste dans cette catégorie-là, mais je m'en fous moi que t'es fort. De toute façon moi je veux rencontrer Miyata en finale, donc que tu Oui, sois c'est là ça. ou pas. Et juste pour Il dit revenir pas sur comme le, ça, sur, sur le cutting, Hippo, tu vois, par exemple, il fait attention à son poids, mais là, tu vois, il fait pas de Oui. cutting, mais on aura peut-être l'occasion de le voir. Et tout le monde ne le fait pas. Parce que tu as aussi d'autres combattants qui, eux, en fait, prennent une stratégie inverse et qui disent, c'est minime, hein, ces gens-là, mais ils existent aussi. Notamment en MMA, Imavov, en fait, il fait ça. Lui, il veut pas faire de cutting. Il préfère, en fait, garder un poids constant Ouais. pour justement, en fait, ne pas fatiguer son corps. Et lui, il préfère faire comme ça pour arriver le jour du combat avec son énergie pleine et sans avoir, Final. en n'ayant pas traumatisé son corps. Donc peut-être Ouais. qu'il va perdre 3-4 kilos, mais ce sera pas des cuttings de ouf, quoi. En fait il boxe dans sa catégorie naturelle, on va Voilà, dire. Ouais. Voilà. selon le bon jargon. C'est ça. Et donc c'est le cas de Hippo. Il boxe dans sa catégorie naturelle. Moi j'en ai beaucoup des boxeurs. Je les pèse en début de saison. J'essaie de voir eux à la fin de l'été comment ils se sont gérés, tu vois, par rapport à ça, et on essaye de les faire boxer dans la meilleure catégorie par rapport à leur poids actuel à l'instant T, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'en ai un là qui est à 50, il m'a dit qu'il était à 58 kg 200. Je pourrais le faire boxer en moins de 59, mais par rapport à sa taille, je préfère le faire boxer en moins de 57. Justement, parce qu'à moins de 59 kilos, tu retrouves des mecs qui sont normalement en 63,5 ou 61, qui vont Ouais. faire exprès de Ils le maigrir font, pour du tomber. coup. Et donc, Ouais. en fait, à 63,5, ils vont être beaucoup plus grands. Et lui, Ouais. comme il est un peu plus petit de taille, il vaut mieux lui qui perde 1,2 kg. Toi, en même temps, il n'a pas 12 kilos à perdre. Pour lui, c'est plus avantageux de perdre 1,2 kg et de boxer dans une catégorie, il va rencontrer des mecs qui vont être à peu près de sa taille, plutôt que de rester comme il est et de rencontrer des gens qui vont faire 10 à 15 cm de plus que lui. Mais Mhm. c'est vrai que c'est toute une stratégie, quoi, à mettre en place, même en tant que coach, à te dire, bah non, tu vois, c'est mieux que tu fasses comme ça, parce qu'effectivement, en fait, c'est même pas une stratégie par rapport, comment dire, C'est une euh, stratégie. à- par rapport aux autres, c'est une stratégie par rapport à ce que vont faire les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ah bah C'est faut différent, avoir quoi. l'anticipation, ouais. Tu penses à ce que vont faire les autres potentiellement, et du coup, Et pour c'est comme protéger ça ton que poulain, quoi. tu entends des fois, tu vois, des champions où on va te dire, il est champion dans tant de catégories de poids. C'est-à-dire que le mec, il a été chercher une ceinture dans cette catégorie. Après, parce que généralement, ça va souvent dans ce sens-là. Quand ils sont Ouais. jeunes, ils ont plus de facilité à perdre. Donc, tu commences Ok. vraiment dans les catégories où t'es Et puis le après, plus avec l'âge, maigre. tu prends du poids aussi. Hein. Voilà. C'est ce que Hein, j'arrête pas de dire à ma femme.
C'est normal. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux, victime de l'âge, c'est comme ça. Et puis plus t'avances après en âge et plus t'arrives après à monter en catégorie. Et c'est là aussi où tu vois des immenses champions, c'est que non seulement dans une catégorie, t'as plusieurs ceintures de champion du monde avec différentes catégories, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais quand t'as des mecs qui réussissent à prendre plusieurs ceintures dans plusieurs catégories différentes, C'est fou, alors ça. là t'es sur des légendes, là. Et le mec qui a fait le C'est- plus de catégories, vous avez un nom? De là où il y a 4, mais après je pense qu'il y a mieux, hein. De là où il y a 4, Canelo actuellement aussi, il a été champion du monde dans 4 catégories. Et je crois qu'il y a eu 5. Je ne sais pas si c'est pas Bernard Hopkins justement. Ah, peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Mais ouais, il y a en fait. Mais là, l'actuel champion du monde dont on parlait tout à l'heure, le japonais, Naoya Inoue, lui, il a été champion unifié. Ça veut dire que en fait, il y a plusieurs fédérations de boxe. C'est comme en MMA, t'as l'UFC, t'as l'UFC, t'as le PFL. PFL, KSW. C'est comme si en MMA, tu avais la possibilité de combattre pour chaque fédération et de rafler toutes les ceintures pour chaque fédération. En boxe, tu as cette possibilité-là. Naoya Inoue, il est en boxe, Naoya Inoue, donc le japonais, il a été champion unifié. C'est-à-dire qu'il il a eu les 5 ceintures dans les 5 plus grandes fédérations de boxe. Il a été champion du monde. Donc il est, à ce moment-là, on dit il est champion du monde incontesté. C'est-à-dire qu'il a battu tout le monde dans toutes les fédérations. C'est lui le plus fort. Il a plié le game. Après, pour se challenger, le gars monte de catégorie. C'est-à-dire qu'il était en poids plume, il passe en poids coq. Toi. Okay. Non, l'inverse. Il était en poids coq, il passe en poids plume. Et en fait, là, il est actuellement champion unifié dans la catégorie. C'est-à-dire qu'il a plié le game dans sa catégorie, il a monté, il a encore plié le game. C'est-à-dire qu'il est encore champion incontesté. Donc là, il est undefeated et undisputed. Ça veut dire qu'il est imbattu et incontesté. Il n'a jamais perdu un combat. Voilà. Ça, et en règle générale, ces combats durent pas 12 rounds. En général. Là d'ailleurs, je me permets, messieurs, d'ailleurs, en plus de ça, je crois que ce sera diffusé gratuitement. Parce qu'apparemment, Turki Al-Alchik, le Saoudien qui fait les jolies heures, les belles heures de la boxe actuellement, il a organisé un championnat du monde entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev, qui sont 2 champions invaincus. Et voilà, vous allez voir le rapport avec Hippo. On a Arthur Beterbiev, 20 combats, 20 victoires, 20 KO. Voilà. Ça plante un peu le décor. Qui est puncher qu'on pourrait identifier à Hippo. Et en face de lui, on a Dimitri Bivol, 23 combats, 23 victoires. Il a un peu moins de KO, mais donc il est invaincu. Et en fait, à eux deux, ils ont toutes les ceintures. Et le gagnant, en fait, il repartira avec tous les titres. Et en fait, on a Miyata contre Hippo. Voilà, en gros. Parce que on a d'accord que très technique et que c'est un styliste et l'autre c'est un puncher. Vas-y, dis-moi. Non, mais parce que tu dis, il repart avec toutes les catégories du coup. Ils mettent toutes les ceintures de la même catégorie. D'accord. Ils mettent tous leurs titres en jeu. C'est all-in. C'est pas un titre quoi. Ils mettent vraiment tous leurs. Non, là ils mettent tous leurs titres en jeu. Ok, ça c'est incroyable. Il y en a un qui en a 3, l'autre qui en a 2, et celui qui repart, il repart avec tout. Ah putain, c'est ouf. Et donc ça va être disponible gratuitement Ouais, samedi soir, samedi 12. Normalement, en général, ce genre de truc, c'est en pay-per-view, mais là, c'est pas en pay-per-view. Et très belle carte en plus de ça. Notamment Ben Whittaker, qui est le nouveau phénomène de la boxe. Un peu un style Nassim Hamed. Sur quelle chaîne? Un trou de balle. Je sais pas, je pense que ça doit être RMC Sport, mais... à vérifier, il suffit juste de regarder sur... Oui. Ouais, mais de toute façon, d'ici que cette émission oui. sort... Turki Al-Alchik, il a une chaîne YouTube, et il est pas impossible qu'il mette ça en live sur sa chaîne YouTube. Ah. Ben là, je sais que tous les derniers combats qu'il a organisés, les Fury Ngannou, Joshua Dubois, tout ça est disponible gratuitement actuellement sur sa chaîne YouTube. C'est beau. Ok. Ça nous plaît. Messieurs, on a encore 2-3 minutes et après on va devoir se quitter. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 premiers tomes de Hippo, Eddy?
C'est le top. Franchement, je prends un plaisir incommensurable à lire les aventures des uns et des autres. Je trouve ça très stylé, très, très bien fait, très pédagogique, comme disait Jules tout à l'heure. Et c'est franchement, c'est une œuvre que je recommande à tous les amoureux de shonen, de manga, de sport, de boxe, franchement, pour moi, c'est vraiment un très très bon manga. Il y a un côté Dragon Ball que tu retrouves dedans. Tu sais, il y a un côté, il y a un côté Dépassement de tout ce soi. qu'on aime en fait. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. C'est hyper motivant, c'est bien et puis ouais, c'est pas moralisateur. Toi, le côté, un truc à la con et je termine vite fait. Jules en parlait tout à l'heure. Au début, il se fait un petit peu bully par des mecs de son. Bah, en fait, il profite pas du fait qu'il soit devenu un petit peu bon boxeur pour aller tout de suite leur casser la C'est gueule. ça. S'il peut les éviter, il les évite. Tu vois, c'est le mec qui cherche pas. Vraiment, c'est un truc, c'est dépassement de soi. Voilà, ce qui importe, c'est pas d'être plus fort que les autres pour leur casser la gueule. Mmh. Il veut être plus fort. Il a quelque chose avant tout, avant de prouver aux autres. Il veut se le prouver à Prouver à lui. soi-même. C'est ce que j'aime dans ce manga. Voilà. Ouais. Rolios. Non, bah non, mais moi, enfin voilà, je continue à surkiffer. C'est vraiment ça survalide ce que je pensais déjà du truc. Et j'ai hâte de dépasser ce que j'avais lu parce que j'ai vraiment hâte en fait de suivre les aventures de ce mec et de ce club. Et puis il y a des personnages que ce soit Nakamura ou Hippo. Takamura. Nakamura, pardon. Nakamura, c'est celle qui a chanté pour les JO. Oui, putain, c'est vrai. C'est pour ça que je fais le Takamura ou Hippo, bah, ou le coach, ou Elle a un enfin, c'est des crochet du personnages gauche quand même- d'ailleurs. Bref. Non, mais c'est des personnages qui restent super attachants et t'as envie de savoir ce qui va se passer pour eux. T'as envie de savoir si je serais vraiment pas étonné qu'un jour bah, il y ait un Takamura ou un autre personnage auquel tu vas t'attacher machin qui meurt sur le ring et tu vois non mais je me fais déjà à ces idées-là en fait et ça doit être ouais j'ai hâte de vivre ce qu'il va vivre et puis le côté pédagogique en fait effectivement même quelqu'un qui n'est pas boxe peut s'y retrouver dedans parce que ça reste un shonen et ça marche et pour le coup non c'est très chouette. Alors moi je tiendrais juste à souligner que avant de me mettre au manga sérieusement je disais toujours non mais moi il me faut des séries courtes c'est bon allez, on arrête, quoi. Moi, plus de 3 tomes, c'est mort, quoi. Voilà, je suis en train de me lancer dans One Piece et dans Hippo. Donc, si tu veux, je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Mais non, c'est vraiment un bonheur. Et puis, c'est cool que ce soit sur le long cours comme ça et qu'on puisse en parler. C'est cool de se retrouver. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on n'en parlera même pas entre deux. Parce que c'est cool aussi de se réserver ce petit créneau et d'en parler et de tout déballer au même moment, tu vois. De retenir cette frustration de ne pas pouvoir en parler jusqu'à ce que ça explose en live. Enfin, en live ou en enregistré. Et non, c'est vraiment très cool et j'ai très très hâte. Et toi, mon Et- cher G, qu'as-tu pensé? Pardon, vas-y. Il y a juste une petite différence à mon sens avec One Piece que je lis aussi, c'est la densité. C'est-à-dire qu'il y a, Ouais. il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Tu vois, One Piece c'est vraiment très très costaud, alors que Hippo, je trouve au contraire que c'est vraiment une lecture extrêmement fluide, tu vois, Ouais. et qui se Non, mais c'est déroule mais avec une facilité vraiment déconcertante. Pour moi, les 100 tomes d'un côté et les 100 tomes de l'autre ne pèsent pas le même poids en termes Non, c'est vrai, d'investissement de c'est vrai. lecture, tu vois. Ouais, Donc clairement. vraiment, n'ayez pas du tout peur de ça. N'imaginez pas la finalité en Ouais, fait non, de 140 clairement. tomes. Prenez-les un par un, lisez Hippo, faites-le lire à vos enfants. C'est vraiment génial. Très très content, ravi énormément. Vous le savez de faire cette émission avec vous pour plein de raisons. Parce que c'est avec vous, parce que c'est Hippo, et puis aussi parce que Manga Saucisse. Et donc, étant donné que c'est la fin de cette émission, je vous inviterai les amis, ceux qui ont eu l'aimabilité de nous écouter, à nous laisser un joli pouce bleu. Évidemment, on se retrouve dans l'espace commentaire pour parler de Hippo. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'intégralité des émissions que vous pouvez retrouver sur Manga Saucisse. C'est le collectif un petit peu saucisse, mais beaucoup manga, qui va faire parler de lui dans les mois, les années à venir. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Tais-toi, Jules. À bientôt.